25 milliards d'euros seront consacrés aux TPE et PME. Cela représente un quart du volume total de ce plan. Les PME, justement, pourront bénéficier d'une extension des délais de remboursement des prêts garantis par l'État. Tout cela à des taux avantageux, compris entre 1 et 3%. Quant au chômage partiel, le dispositif est maintenu jusqu'au 1er novembre et pourra l'être, dans certains cas, pendant encore 2 ans. Au niveau fiscal, Jean Castex a annoncé hier une baisse de 10 milliards d'euros sur les impôts de production à partir du 1er janvier prochain. Il a également souligné que l'impôt sur les sociétés serait encore revu à la baisse. Ça, c'était un engagement d'Emmanuel Macron. Enfin, 20 milliards d'euros seront dédiés au soutien à l'embauche. On peut retenir cette mesure, une prime de 4 000 euros pour toute entreprise qui engagera un jeune de moins de 25 ans pour un contrat de 3 ans au moins. Marc Toiti, ça va dans le bon sens? Est-ce que ça répond aux besoins des entreprises aujourd'hui? Alors, bien sûr, ça va dans le bon sens, c'est sûr, mais déjà, c'est vrai que quand on parle de 100 milliards, ça paraît énorme. 100 milliards, c'est à peu près 4% du PIB français, de notre économie. Il faut savoir que pendant la récession, qui n'est pas terminée malheureusement, le PIB a baissé de 19%. Oui, c'est-à-dire que pour dire, effectivement, c'est bien, c'est pas rien 4%, mais par rapport à une baisse globale de 19%, ça reste quand même assez limité. Et puis parallèlement, le vrai enjeu, c'est que moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est qu'on est en train un petit peu de dilapider les milliards. On dit voilà, on va donner 25 milliards là, etc. Et on ne sait pas quelle est vraiment la stratégie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on fait des prêts, etc. Quand il y a un vrai plan de relance, alors on verra le détail la semaine prochaine, mais un vrai plan de relance, il y a une stratégie. Par exemple, sur l'investissement, sur l'innovation, sur le social également. Donc là, pour l'instant, on a l'impression qu'on va saupoudrer un petit peu les milliards. Donc c'est mieux que rien, bien entendu. Baisser l'impôt de production, c'est bien. Mais on est encore très très loin de ce qui se passe en Allemagne. Vous voyez, on a aujourd'hui... Qu'est-ce qui se passe en Allemagne? Alors, par exemple, sur l'impôt de production, là aujourd'hui en France, ça représente à peu près 5% de notre économie, alors que c'est seulement 0,7% en Allemagne. Donc on a de la marge pour les baisser. On est dans des rares Donc là, pays. on les baisse, mais finalement, vous dites, par rapport à l'Allemagne, par exemple, c'est pas grand-chose. Voilà, mais surtout, on est beaucoup plus haut. Exactement. Et surtout, on est sur un niveau de... si on parle en milliards, justement, on est 109 milliards à peu près d'impôts sur la production. Donc là, on va les baisser de 10 milliards, vous voyez, par an. C'est bien, encore une fois, mais on reste dans des rares pays où, justement, je rappelle que c'est un impôt de la production. Ça veut dire que quoi que vous fassiez, même si vous faisiez des pertes ou des profits, vous payez effectivement cet impôt. Donc, c'est vrai que ça reste difficile. Je ne parle pas pour les entreprises du CAC 40, bien entendu, parce que souvent on voit les entreprises comme les méchants, entre guillemets. La plupart des entreprises en France, savoir que 97% des entreprises françaises ont moins de 10 salariés. Donc c'est ça la réalité de l'entreprise en France. Et donc c'est vrai que c'est bien de baisser de 10 milliards, mais on est encore très très loin de pouvoir relancer une dynamique de l'investissement des entreprises. Mais le choix qui a été fait quand même clairement, c'est d'aider directement les entreprises, avec ces baisses d'impôts, avec ces crédits, même avec le chômage partiel qui va continuer, on va y revenir. Ils auraient pu faire le choix inverse, c'est-à-dire de soutenir les consommateurs. Alors ça a déjà été fait. C'est-à-dire qu'il faut bien savoir que pendant le confinement, d'ailleurs, j'avais demandé à Bruno Le Maire, je dis faites attention, ne donnez pas trop pendant le confinement parce qu'on ne peut pas consommer. Et il faut garder des cartouches pour la sortie de crise. Et c'est ce qui s'est passé. Donc effectivement, la France était le pays le plus généreux, l'un des plus généreux du monde en termes d'aide justement à la consommation. Sauf que comme on ne pouvait pas consommer, parce qu'on était confinés, vous vous souvenez, eh bien l'épargne des Français, donc on a eu des revenus, mais ces revenus n'ont pas été consommés, ils ont été épargnés. L'épargne des Français a augmenté d'environ 100 milliards d'euros. Ouais, c'est énorme. Et maintenant, on dit aux Français, il faut consommer. Le problème, c'est que si effectivement on a des risques sur le chômage, des craintes de faillite d'entreprise, on se dit, est-ce que c'est le moment de consommer? Donc effectivement, ces entreprises, elles ont malheureusement, pas assez de demandes, et donc les ménages, ils continuent d'épargner, ce qu'on appelle l'épargne de précaution. Donc on ne peut pas forcer les ménages à consommer. Puis, dernier point sur la consommation, il faut savoir que quand vous et moi, on consomme, sur 100 euros de produits consommés, il y a à peu près 50 euros de produits importés. Donc ça profite bien sûr à la consommation, mais pas à l'économie nationale. Et je rappelle, c'est pas qu'un problème de PIB, etc. Ça, c'est aussi une question de Made in France, c'est-à-dire qu'on devrait, si on veut vraiment tous participer à cet effort, il faut être plus attentif. Bien sûr, mais surtout il faut qu'on puisse produire en France. Je veux acheter un ordinateur français, par exemple, ça n'existe pas. Vous voyez, donc ça prendra du temps, la relocalisation. Et d'ailleurs, je signale que la secrétaire d'État à l'industrie sera notre invitée à 7h40. Elle est là aussi pour lancer le trophée PME, qui est cet événement évidemment RMC qu'on va lancer tout à l'heure avec elle et qui est précisément pour aider les PME. Un mot avec vous, Charles, parce qu'il y a des questions d'auditeurs sur ce plan de relance. Oui, sur Direct Studio, sur l'appli RMC par exemple, Frédéric qui nous écrit « J'entends depuis tout à l'heure qu'on va distribuer des milliards d'euros dans tous les sens. Mais qui va payer à la fin ?» Ça, c'est une bonne question. D'ailleurs, j'en parle dans le livre, effectivement. Qui va payer, c'est tout le problème. Parce on a l'impression que les milliards tombent du ciel. On nous avait dit qu'il n'y avait pas de sous, tout d'un coup, il y en a. Exactement. Donc, le problème, c'est que malheureusement, je ne suis pas le Père Noël, on va devoir payer. Donc, comment on paye? Parce que ces milliards, c'est quoi? Ça augmente la dette publique. Voilà, tout simplement. Manque de peau. Avant même le Covid,
on avait déjà une dette publique de 2400 milliards d'euros, c'est-à-dire 100% de notre PIB. Cette année, on va atteindre peut-être 120 voire 125% de dette publique. Donc bien sûr qu'il faudra la financer. Alors pour le moment, c'est vrai que c'est la Banque Centrale Européenne qui fait ce qu'on appelle la planche à billets, donc elle achète cette dette. Mais certains me disent, bon ben on va la supprimer. Mais ça, c'est du jamais vu. C'est ce que demande par exemple Jean-Luc Mélenchon, qui dit on pourrait l'étaler tellement longuement dans le temps que ça reviendrait à l'effacer. C'est vrai, mais ça paraît une solution magique. Ce que je veux savoir, c'est que si vous faites ça, si vous l'effacez cette dette, après vous ne pouvez plus vous réendetter. C'est un fusil à un coup. Vous perdez en crédibilité. Et donc le danger, c'est que si après on n'a plus cette confiance, eh bien vous savez, sur la dette publique, on paye des taux d'intérêt. Donc les taux d'intérêt vont augmenter. Et si les taux d'intérêt de la dette publique augmentent, les taux d'intérêt augmentent pour nous aussi. Pour les entreprises, pour également les ménages. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore moins d'activité. Donc, c'est extrêmement dangereux. On croit que... Et donc, malheureusement, comment l'histoire le montre, comment on fait pour payer la dette publique à la fin? Soit il y a de l'inflation, donc ça casse le pouvoir d'achat, soit, malheureusement, on augmente les impôts. Donc là, on nous dit qu'ils baissent, mais enfin, à terme, vous dites mécaniquement, ils remontent. Ah ben non, de toute façon, les impôts, ils baissent pas. Ils n'augmentent pas, mais ils ne baissent pas. C'est-à-dire qu'il faut bien prendre conscience que, malheureusement, nous restons, nous, en France, les numéros 1 mondiaux des impôts. C'est 45% de notre PIB, on est numéro 1 mondiaux. Donc là, on se dit, bon, on va moins les augmenter. Je vous rappelle qu'on devait supprimer complètement la taxe d'habitation, la CRDS cette année. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Donc ça veut dire que les impôts ne baissent pas, malheureusement. Donc, un mot sur numéro 1 mondiaux. Marc Toiti, on le sait, c'est aussi une des grandes inquiétudes des semaines et des mois qui viennent. Ce chômage partiel qui va finalement être poursuivi, c'est-à-dire que les entreprises vont pouvoir continuer à avoir recours au chômage partiel jusqu'au 1er novembre et davantage pour certaines d'entre elles. Ça, c'est une bonne chose. Alors, c'est une bonne chose pour les salariés, bien entendu. Sachant que, attention, on a été très favorable pendant le confinement. Maintenant, on est de moins en moins. Donc, l'État rembourse de moins en moins, effectivement, le chômage partiel, mais néanmoins ça va soutenir quand même la consommation. Il y a beaucoup de Français malheureusement, notamment dans les entreprises qui souffrent, qui aujourd'hui ont des difficultés parce qu'on a limité justement l'aide supplémentaire de l'État. Donc c'est vrai que c'est une bonne mesure. Alors pour notamment les secteurs qui sont complètement massacrés, par exemple l'hôtellerie, le tourisme, etc., ou l'aéronautique, ou l'aérien, bref, tout ça fait que on a encore beaucoup de secteurs d'activité qui souffrent, malheureusement, mais on a quand même, je dirais, un enjeu déterminant qui est de bien comprendre que ça permet de soutenir un petit peu la consommation, de ne pas avoir de malaise social. Et c'est vrai que nous, les Français, on a quand même une chance exceptionnelle, c'est que nous sommes numéro 1 mondiaux aussi des dépenses sociales. On se plaint toujours, mais on a quand même pas mal d'avantages. Heureusement, il y a quand même un petit filet de sécurité et c'est sans doute très important pour les semaines et les mois à venir. Merci beaucoup, Marc Toiti, d'être venu ce matin sur RMC et RMC Découverte. Je rappelle que vous sortez un livre qui sortira le 2 septembre, Reset. Quel nouveau monde pour demain? Évidemment, l'une des questions de ce monde d'après qu'on commençait à évoquer.